Hello les petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Timothée. Salut Tim. Salut, salut, salut à Timo- tous. comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, nickel. Pour la petite histoire, on parlait un petit peu avant, donc c'est un peu bizarre que je demande comment ça va, mais pour autant, c'est un peu les formules de politesse qu'on est obligé, enfin, on est obligé de passer par là. Carrément. Euh, ok, let's go. Bah, du coup, on va décoller, Tim. Je sais pas si tu connais un peu le format que j'utilise dans ce podcast. En gros, pour donner un peu l'agenda, on a une première grande partie où on va parler vraiment de ton expertise, on va dire métier, en quoi tu es top performer dans ton métier. Et puis, deuxième partie, on va un peu creuser de manière un peu plus personnelle sur, par exemple, ton enfance, des choses comme ça. En tout cas, comment ça se fait que toi, tu es devenu une personne, ou tu as toujours été d'ailleurs, une personne à forte réussite? Ok, ça marche. T'es chaud? Ouais, méga Bon chaud. bah bon bah, let's go. Donc, comme je le disais en off, je crois que tu es plus habitué au podcast que moi-même parce que tu as fait pas mal, tu as une belle audience aujourd'hui et bah, trop intéressant de pouvoir creuser sur tout ça parce que, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que du coup, tu affiches, un peu ouvertement que tu bosses 90 heures par semaine et du coup, j'ai envie de te poser une première question, c'est, ça fait beaucoup là, non? 90 heures par semaine, ça fait beaucoup. Dans les faits, c'est vraiment le cas en fait. Moi, je crois pas du tout à ce mythe qui dit que quand on est entrepreneur ou quand je veux dire on veut être du top performer, on peut avoir une vie perso et une vie professionnelle. Et la vie professionnelle, ça peut être du sport, ça peut être l'armée, ça peut être tout ce qu'on veut. Moi, je crois pas du tout à ça. Pour moi, on n'a qu'une seule vie. Et certes, on a des disciplines qui relèvent plutôt d'un aspect professionnel et d'un autre personnel, mais on va pas se mentir, une personne qui vit vraiment ce qu'il fait, quand ça va pas bien au travail, ça n'ira pas à la maison. Et quand ça va pas bien à la Mmh. maison, ça n'ira pas au travail. Et les deux sont liés de manière systémique à tel point que quand l'un ne va pas, l'autre n'ira pas. Et cette interdépendance-là est super importante, je pense, à comprendre, notamment par le fait qu'un bon entrepreneur, c'est forcément un entrepreneur qui prend soin de sa vie personnelle, qui prend soin de ses temps familiaux, qui prend soin de sa santé en faisant du sport régulièrement, en mangeant pas que des cochonneries. Et c'est vraiment cette vision globale-là que moi j'ai. Et moi, à titre personnel, il n'y a jamais un dimanche où je suis pas sur mon PC, où j'ouvre pas mon téléphone pour répondre à un mail professionnel, pour répondre à mon assistante, ou ça n'arrive jamais. Mais c'est ce qui me plaît. Mmh. Parce que c'est l'aventure permanente de toute une vie et donc forcément bah, je fais pas de différence entre les deux, mais tout cumulé ça fait que du coup on bosse tout le temps Ouais, c'est ou clair, on tu bosse m'étonnes. jamais en fonction du point de vue dans lequel on se place. Comment tu fais du coup pour te préserver aussi un peu parce que tu vois 90 heures semaine mais même 70 heures ou même 50 heures tu vois à un moment donné même si tu es passionné par ce que tu fais pour avoir pas mal bossé aussi par le passé ça peut enfin tu peux te cramer quoi clairement. Ouais. Comment toi tu fais pour te préserver? Est-ce que tu as des astuces, des choses qui te permettent de préserver un peu ta santé mentale aussi? Ouais, alors j'essaie de vraiment me mettre dans une posture où même si, je suis pas footballeur professionnel, j'essaie de me considérer ou en tout cas d'avoir les mêmes habitudes que si j'étais un sportif de haut niveau. Donc ça peut paraître tout bête et basique, hein, mais sport, alimentation, sommeil, c'est les 3 triptyques sur lesquels, moi j'essaie de d'apporter énormément de consistance et de qualité, d'avoir un sommeil régulier, de me coucher tous les soirs à peu près à la même heure, de pas traîner devant Netflix jusqu'à 1 heure du matin. C'est des petits conseils tout bêtes, mais c'est ce qui Hmm. fait qu'au final, sans les respecter, on se crame en quelques mois. Et moi, le premier, ça m'est déjà arrivé où je me dis, ouais, le sport, j'ai la flemme. Ah, puis, je me mangerais bien des tartines de Nutella ce soir. Ah, puis le lendemain, je ferais bien une chouille où je bois un petit peu trop d'alcool. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et au final, on s'en rend compte parce que la machine qui est derrière, au bout d'un moment, elle suit plus. C'est clair. Et encore une fois, c'est une grosse systémie et tout est relié. Et en 3 semaines, je suis au bout du rouleau. Le Et samedi ouais. soir, j'ai la langue qui touche le sol, j'en peux plus. Et je sais que c'est parce que j'ai fait l'impasse sur ce qui me paraissait ne pas être important. Parce que ce qui me paraissait être important, c'est Hmm. travailler, de faire des consultes, Ouais. d'acheter des biens immobiliers, d'avancer, de continuer d'aller voir la banque, d'aller chez les notaires. Mais au final, c'est aussi important, si ce n'est peut-être plus important dans un optique de longévité et de Ouais. durée, de prendre soin aussi de son corps, de sa santé, de son esprit, de faire un peu de méditation, de faire du Ouais. yoga, enfin voilà, moi je vais voir des coachs, je vais voir des magnétiseurs, je vais essayer tout ce qui peut marcher en fin de compte et ce qui peut m'apporter une quantité d'énergie suffisante pour rester au top niveau parce que c'est ce que j'aime. Ouais. Trop stylé. Bah, justement, en fait, on va clairement plonger directement dans le vif du sujet. Tu as compris, le sujet du podcast, c'est le système, mais le système sert toujours une cause, tu vois. La première question que j'ai envie de te poser, donc Tim, t'es médecin du coup, ou en tout cas bientôt Ouais, médecin. bientôt Euh, encore interne en médecine, mais euh, sur la euh, fin. Ouais. ok, tu as une Une très formation bonne aussi. médecine. Ouais, Bon, on te souhaite beaucoup de courage pour la fin, mais je crois que tu tiens le bon bout. ouais, je te vois. Euh, Tu as aussi une formation d'hypnotiseur. Enfin, tu Ouais. vois, en fait, t'as touché à plein de territoires, plein de formations différentes.
c'est quoi aujourd'hui, avec le recul que tu as, le truc un peu 80-20, tu vois, le système que tu recommanderais à tous les êtres humains? Tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien que tu reviennes un peu là-dessus. Ouais. Alors déjà la 1re chose, c'est que, quand on regarde mon parcours, quand on regarde un peu ma chaîne YouTube, tout ça, on pourrait penser que je pars dans tous les sens, et la vérité, c'est que pas du tout, en fait. Tout est calculé et tout est mesuré avec une ligne de conduite centrale dans ma vie à moi, parce que c'est ce qui me rend heureux, c'est comment est-ce que je peux aider encore plus les gens qui sont autour de moi? Et quand je dis aider les gens autour de moi, je parle pas uniquement de ma famille, de mes proches, je parle d'aider ma communauté, d'aider la société, les gens qui habitent dans la même ville que moi, et les gens qui potentiellement ont moins de chance que moi. Donc ce qui fait que tous les outils qui tournent autour de cette ligne de conduite-là m'ont intéressé. Moi, je suis un partisan de l'expérience et de l'essai. C'est-à-dire que quand je dis que je n'aime pas les épinards, c'est parce que j'ai mangé des épinards. Et voilà, je suis pas du tout pour l'approche qui dit non, mais je sais déjà que j'aime pas, ou je sais déjà que ça marche pas, ou je sais déjà que c'est pas ce qui est fait pour moi. Non. Teste, essaye la matière, tente une fois, tente 2 fois, va chercher le feedback. Et si après ça, tu as l'impression que c'est pas ce qui est fait pour toi, ou pas adapté, ou trop rapide, ou trop lent, à ce moment-là, change de stratégie. Mais je pense que le premier système, et c'est le truc que j'ai essayé d'aller chercher dans toutes les expériences que j'ai fait, c'est le feedback. J'ai fait une formation d'hypnothérapie, j'ai fait des milliers de séances à l'heure où on tourne cette vidéo. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon qui peut m'aider dans ma vie de couple, qui peut m'aider dans ma vie en tant que futur médecin généraliste, qui peut m'aider dans ma vie d'investisseur, et à chaque fois d'aller volontairement chercher ce feedback et pas se dire, bah, je fais une expérience, je sais pas trop si ça a marché, pas marché, les points positifs, les points négatifs, mais je passe à celle d'après. Je suis pas un boulimique d'expérience, je suis vraiment un boulimique de feedback et de je teste, ok, j'ai compris les limites, j'ai compris comment ça marche, je passe à la méthode d'après. C'est marrant, ça me fait penser, j'ai fait un interview avec Jean-Charles Kurdali, et en fait, dans son bouquin, il explique que Socrate, du coup, le dit lui-même, et je le paraphrase, qu'une vie sans examen vaut pas la vie des vécue. Et du Exactement. coup, on est exactement là-dedans, tu vois. Genre, et du coup, typiquement, concrètement, est-ce que tu as des OKR, tu vois, des succès de mesures trimestrielles, tu vois, que tu vas mesurer régulièrement? Je sais pas, tu vas tester une habitude pendant 3 mois, et à la fin de ce trimestre, tu fais le point. Est-ce que tu gardes, tu jettes, etc. Enfin, comment Ouais, tu procèdes concrètement? c'est un peu ça. C'est-à-dire que je sais que le cerveau humain, pour créer une connexion synaptique solide au terme d'habitude dans le cerveau, il lui faut à peu près 21 jours de répétition du process. C'est-à-dire que je sais que si je me mets à faire de la méditation tous les soirs avant de manger à partir d'aujourd'hui, il faut que je Mhm. le fasse pendant 21 jours pour vraiment avoir une analyse à peu près reproductive et statistiquement prouvée de est-ce que ça m'a fait du bien, est-ce que je vais mieux, est-ce que je vais moins bien. Après, ma formation médicale fait que je suis très chiffre. C'est-à-dire que le ressenti est important, certes, mais c'est Mhm. surtout quelles sont les échelles que j'ai utilisées pour savoir est-ce que ce que j'ai fait c'est mieux ou est-ce que ce que j'ai fait c'est moins bien. Alors ça peut être en termes de niveau de bonheur, ça peut être en termes de niveau d'anxiété, en fonction de l'objectif et de ce que je suis en train de tester. Mais Ouais, j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, même si on peut jamais l'être totalement, puisqu'on parle de ressenti, on parle d'émotionnel, on parle de quelque chose qui est ouais, pas palpable. Mais j'essaie de l'être le plus possible et de pas me faire avoir par mon cerveau, parce que je sais que mon cerveau choisira toujours ce qui est le plus facile, bien ce sûr. dont il a le plus l'habitude de faire. Et j'essaie au maximum de pas être un esclave de mon propre cerveau. Ouais. Et typiquement, est-ce que tu traques des choses, genre ton ressenti, comment tu manges, etc. ou Alors, ça dépend des objectifs que j'ai, Ok, mais pour ce qui est de l'alimentation, par exemple, je vais pas traquer ce que je vais manger. Mais par ok, contre, au moment où je me sens pas bien, je vais naturellement avoir ce réflexe de prendre une feuille et de me faire la ligne du temps inverse qui retourne dans le passé en me disant: «Qu'est-ce que j'ai fait de différent de ce que j'aurais dû faire qui m'ont amené au résultat d'aujourd'hui?» ok, intéressant. Je te donne un autre exemple sorti de son contexte. Je suis en partiel à la fac, je fais une discipline, je dis au hasard, la biochimie. J'ai une note catastrophique. Je me dis pas, si tu veux, je reste pas 3 heures sur mon échec en me disant: «Ah putain, je suis vraiment nul», je me dévaloriser et cetera. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent? Et donc toujours tourner vers quelle action je peux mettre en place pour que la prochaine fois que ces situations se présentent, je ne fasse pas la même chose. Et ça peut être j'ai travaillé les soirs, alors que je sais que je suis pas efficace les soirs, mais là, ça m'est sorti de la tête, puis j'étais en retard, et puis j'étais stressé, donc je me suis mis à bosser de 20 heures jusqu'à minuit. Mais donc du coup, j'ai eu une moins bonne qualité de sommeil. Donc du coup, je suis plus Hmm. allé au sport le matin. Ok, Feedback, au final, est-ce que j'aurais pas dû travailler moins, mais de manière plus intense, avec une qualité de travail plus importante, et continuer d'avoir mes 7 heures de sommeil et d'aller au sport tous les matins?
Ok, hyper intéressant. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que toi, tu vas plutôt analyser les points qui ont été sous-optimaux par rapport à ce que tu aurais pu faire, Exact. plutôt que d'aller chercher peut-être les points positifs que tu pourrais renforcer. En gros, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que par le passé, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Mojo, qui fait de l'analyse conversationnelle pour les Oui, personnes en relation client. Et en OK. fait, ce qu'on disait en toujours, c'était les top performers, ils sont top performers parce qu'ils reproduisent des comportements de top performance. Et en fait, ils passent très peu de temps à écouter les calls où ils ont été mauvais. Oui, Euh, du coup, ça me fait penser à ça. Je trouve ça assez intéressant parce que tu prends un peu le contre-pied en mode, bah, toi, tu vas prendre un paramètre de ta vie, puis voir un peu comment est-ce que tu peux l'améliorer c'est ça. plutôt que d'aller dans l'autre sens. Intéressant. Ouais, Ok, c'est ça. trop cool. Et donc là, on a parlé d'une boucle de feedback hyper régulière. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais recommander aux gens, tu vois, que tout le monde devrait appliquer ça peut être sur de points en santé, mais aussi, je sais pas, sport ou autre, n'importe quoi. Ouais, alors, chose qui est encore plus fondamentale, je dirais que le feedback, c'est de savoir définir un objectif correctement, Ok, heu, au sens, je vais même employer au sens PNListique du terme, ok. pour employer des mots, qui n'existent pas. Et pour moi, un objectif, alors il y a plein de modèles, il y a le super objectif, il y a le smart objectif, il y a plein de manières de définir un objectif. Pour Ouais, moi, le smart est celui qui résume les principaux, piliers, on va dire, et les éléments fondamentaux d'un objectif bien défini, spécifique. ouais. Vouloir devenir champion de tennis de, Dijon ou champion de tennis du monde, c'est pas la même chose. Ce sont 2 objectifs qui sont différents. Et Mhm. les stratégies qu'on va devoir mettre en place pour être champion de Dijon Street ou pour être champion du monde, bah, c'est pas du tout les mêmes. Donc pour moi, un objectif, déjà, il faut qu'il soit spécifiquement défini. Le Ouais. deuxième, c'est le mesurable, c'est-à-dire il faut que je puisse savoir statistiquement si je l'ai atteint ou si je l'ai pas atteint. Donc il faut soit une donnée qui soit quantifiable. En 2023, je veux me lancer dans l'IMO, ça ne veut rien dire. Ça ne veut Mhm. absolument rien dire. Et pour le cerveau humain qui, lui, voit tout ça d'un point de vue neurologique et synaptique, hein, encore une fois, parce qu'on est tous une biologie à la base, Ouais. me lancer en IMO en 2023, même sans parler de la loi de l'attraction, etc., où on est complètement à côté de la plaque si on veut essayer de l'activer, c'est surtout Mhm. qu'au sens de l'être humain, ce n'est pas concret. C'est Ouais. impossible de se visualiser en train de réussir quelque chose si on n'a pas de quelque chose de concret et de mesurable. Acheter 2 appartements en 2023, ça c'est beaucoup plus concret déjà. C'est mesurable. À la fin de l'année, je sais est-ce que j'y suis arrivé, est-ce que j'y suis pas arrivé. Donc pour le M de smart, le deuxième c'est le A pour ambitieux et atteignable. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que cet objectif il soit suffisamment stimulant pour que ça me donne envie d'y aller, mais il faut pas qu'il soit trop dur pour que ça me démotive d'y aller. C'est cette fameuse courbe de la performance, tu sais, que tu as peut-être déjà vu dans des bouquins de préparation mentale qui est assez connue. Si on Mhm. analyse le niveau du challenge avec le niveau de compétence qu'on pense avoir pour le réussir, on Mhm. voit que si le niveau du challenge est jugé trop élevé par rapport à nos compétences, on va abandonner. Et moi, Ouais. j'essaye de minimiser le nombre de fois où j'abandonne et où je me mets en échec. Là où un jeune de 18 ans qui vient de passer son bac pourrait dire, bah moi, je veux devenir millionnaire en faisant du e-commerce. Ah, mais ça, a priori, dans l'esprit de cette personne, c'est tellement compliqué par rapport au niveau de compétences qu'il a à l'heure actuelle qu'il y a Ouais. 3 chances sur 3 quasiment qu'il abandonne. Et moi, C'est j'essaie de clair. minimiser ça au maximum, mais suffisamment ambitieux parce que faut que ça me donne, faut que ça me fasse vibrer, quoi. Faut que ça me donne envie de sortir mes tripes. Donc ça, c'est pour le A, donc SMA. Ensuite, le R pour réalisable immédiatement. Ok. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est d'investir dans l'immobilier en 2023, mais que actuellement, j'ai pas de revenus, mauvais objectif. Sans revenus, aujourd'hui, on peut pas investir dans l'immobilier, sauf trouver un associé, etc. Mais en tout cas, on peut Bien pas sûr. investir seul dans l'immobilier. Donc, c'est pas un bon objectif parce que c'est un objectif qui est non réalisable. Il est ambitieux, il est atteignable, mais actuellement, au moment où je définis cet objectif dans mon petit carnet des objectifs, il n'est pas réalisable parce qu'il y a d'autres facteurs et donc, par définition, d'autres objectifs à mettre en place avant d'atteindre celui-là. Mhm. Donc le R pour réalisable et enfin le T pour temporellement défini. Investir dans l'immobilier avant mes 25 ans ou investir dans l'immobilier cette année, c'est pas la même chose. Et en fonction de ça, je vais forcément pas mettre la même énergie, pas y passer le même temps chaque semaine parce que ce sont 2 objectifs qui sont complètement différents. Donc le Ok. SMART, une fois que j'ai ces 5 caractéristiques, je sais que c'est un objectif qui est bien défini et qu'il est réaliste, réalisable, ambitieux, temporellement défini, tout ce qu'on vient de voir Ok. ensemble. Trop stylé. Merci pour l'explication du smart. C'est un modèle que j'avais vu par le passé, mais dont je me rappelais plus particulièrement. Et en fait, si je résume ce qu'on s'est dit,
En fait, j'ai l'impression que tu as, et tu me corriges si je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais tu as un premier socle de valeurs, une valeur cardinale. De ce que j'ai compris, c'est surtout aider les autres de ton côté, qui va Oui, en fait derrière permettre de te définir des objectifs. oui, Et en fait, ces objectifs, donc, ils sont sur le modèle SMART, par exemple. oui. Et ensuite, à partir de ces objectifs, tu vas mettre en place des actions. Et c'est sur ces actions, tu vas prendre du feedback. Et en fait, c'est un cercle un peu vertueux qui va tourner en continu. Exactement. En fait, enfin pour moi, dans l'approche de la définition d'objectifs au sens du coaching, hein, comme on peut voir un peu à la Tony Robbins, à la Franck Ouais. Nicolas, tout ça, c'est soit Mhm. tu pars de la vision, mais c'est dur Ouais. d'avoir une vision. Tout le monde n'a C'est pas un super but dur, dans ouais. la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde n'a pas Ouais, je une suis d'accord. mission de vie. Moi, j'ai eu la chance de la trouver assez tôt et pour le coup, elle n'a pas énormément changé depuis les 10 dernières années, mais Ok. c'est pas tout le monde. Donc moi, j'ai eu cette chance de pouvoir partir de la vision, d'en définir des buts de vie et ensuite d'en Mhm. définir des objectifs et des sous-objectifs, etc., etc. Mais pour Carrément. la plupart des gens, on va partir d'un objectif, réussi par réussi, on va en définir un but et l'ensemble de ces objectifs, on va en déduire, ah bah je pense que ma mission de vie, c'est plutôt ça. Mhm. Moi, je pense que le travail sur cette fameuse mission de vie, cette ligne directrice, c'est vraiment quelque chose à faire en amont et c'est Ouais. pas facile. Moi, je sais qu'il a fallu que je lise des bouquins, que je fasse des dizaines de jours de formation sur ce sujet-là pour Ok. vraiment arriver à appréhender ce que c'était ma mission de vie et le truc qui me fait vibrer plus que tous les autres trucs dans la vie. Mais je pense que ça permet d'avoir une performance beaucoup plus importante. Et je pense que Steve Jobs, que Bill Gates, que Ouais. Martin Luther King sont des gens qui sont partis de leur mission de vie et qui ont dit, OK, ma mission de vie, c'est ça. Comment est-ce que je fais pour m'en rapprocher un petit peu plus? Et qu'est-ce qui a déclenché ton envie de définir un petit peu ta mission de vie ou ta vision? Parce Et que à- je trouve que c'est un axe qui est hyper courageux, tu vois. Je l'ai fait aussi par le passé, il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, déjà, c'est hyper dur. Parce que concrètement, tu te mets devant ta feuille blanche et dire c'est quoi mon objectif, pourquoi est-ce que je vais m'entraîner le matin, au fond, vraiment, pourquoi est-ce que je le fais. Tout ça, c'est hyper dur à définir et ça demande aussi beaucoup de courage parce que tu es tout seul avec toi-même. Généralement, tu mets ton portable de côté, t'as pas tes notifications, t'as pas d'échappatoire. Et en fait, juste, il y a du vide et c'est toi et toi-même, quoi. ouais. Donc, Alors, je suis. j'ai eu encore une fois différentes expériences avec les différentes choses que j'ai fait dans la vie et je pense qu'il faut provoquer les expériences de vie. Ok, C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout bête, pas plus tard que ce matin, un monsieur m'appelle pour me proposer de participer à une émission santé à la télévision. C'est un truc que j'ai jamais fait et c'est un truc qui va me rapporter peut-être quelque chose, peut-être rien, mais en tout cas, c'est une expérience de vie que j'ai jamais expérimentée, que j'ai jamais ok, vécue. Et même si c'est pas forcément utile pour moi de le faire maintenant, je valide et j'avance dans ce sens-là pour accepter si jamais ça va jusqu'au bout, pour aller justement chercher cette expérience où je pourrais dire je l'ai fait, je sais comment ça se passe, je sais ce que j'en pense parce que je l'ai vécu. Encore une fois, j'ai goûté les épinards avant de dire que j'adore ça ou que je n'aime pas ça. Et ce qui fait que bah, c'est ça qui m'a poussé à faire ma formation d'hypnothérapie, par exemple, hein, à la fin de ma première année de médecine, où le raisonnement était vraiment basique. Je suis étudiant, mes parents ont une bonne situation, mais ils m'ont éduqué d'une manière où ils vont pas vouloir payer mes études. Donc, ils me donnent un minimum qui me permet à peu près de manger correctement. Mais si je veux partir un peu en vacances, que je veux m'acheter des bouquins ou des vêtements, j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Décathlon, bon voilà. McDo, bon voilà. Il faut que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que je peux faire? Tombe sur internet, formation pour devenir hypnothérapeute. Super, parfait. L'hypnose, ça a l'air cool. J'avais vu des spectacles de Mesmer, tout ça. Je me suis lancé, j'ai fait cette formation. J'ai ouvert mon cabinet dans la foulée. Et à ce moment-là, je ne savais pas encore si c'était ma mission de vie d'aider les autres, si tu veux. Mais ouais, ça m'a apporté une expérience d'une patiente, je m'en rappelle comme c'était hier, qui était venue, qui avait vécu un gros traumatisme dans sa vie. Et bref, on a fait une séance, ça s'est super bien passé. Elle est revenue une semaine après avec un bouquet de fleurs. Sur le coup, je l'ai pas reconnue. wow, Et elle me dit, bah, Tony, je vous donne ça, Monsieur Moirou, parce que vous avez changé ma vie. Et elle a fondu en larmes et elle m'a pris dans ses bras. Et moi, si tu veux, c'était la première fois de ma vie que je vivais un truc comme ça. Et ce que j'ai incroyable. ressenti à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que je veux ressentir tous les jours à partir de maintenant. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est la première fois de ma vie où je pense avoir touché du doigt ce pourquoi je pense pouvoir être excellent et surtout ce que j'ai envie de faire tous les jours qui me restent à vivre sur cette terre, quoi. Trop stylé. Ça te coûte pas d'effort, quoi. Et c'est ça. Ouais, c'est Ok, ça. C'est le hyper carburant. intéressant. C'est le carburant. C'est très drôle parce que en fait, ma prochaine question, ça a tombé pile poil là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu vois, tu es un peu en mode exploration dans ta vie et qu'en fait, tu testes des trucs et que tu peux faire une lecture de pourquoi est-ce que tu as fait tel truc ou tel truc
que a posteriori de ce qui s'est passé. Et Tout c'est à fait. exactement ce que dit, je sais pas si tu vois ce pitch de Steve Jobs quand il fait son discours à Harvard, où il explique connect the dots, tu vois. Mmh. En fait, ta vie, c'est un enchaînement d'événements, et sur le moment, tu sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais en fait, a posteriori, tu peux très bien faire une lecture et comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Tout à Lui, il fait. prend l'exemple, par exemple, de ses cours de design. En fait, ça l'a grave aidé pour taper sur le, enfin, designer le clavier du MacBook, par exemple. Et c'est assez ouf. Toi, est-ce que tu as un peu cette lecture aussi de ton côté? Tu Ah vois, ouais, où tu as fait de clairement. la PNL, hypnose, etc. C'est surtout, je vais reprendre les concepts, d'un grand monsieur qui s'appelle Bernard Tapie, quand il dit dans son interview à des journalistes: «Vous savez monsieur, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, on me l'a proposé. C'est jamais moi qui suis de moi-même dit comme ça, sorti du chapeau, je vais, racheter Bonder, je vais faire du plateau télé, je vais devenir journaliste, je vais faire de la politique». On m'a toujours tendu une perche que j'ai saisie. Ben, moi dans ma vie, enfin je me retrouve énormément dans ce qu'il dit, c'est qu'on m'a toujours tendu des perches, parfois des grosses perches où il suffisait de tendre le bras entre guillemets pour la saisir, parfois beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes. Et je pense que la grande qualité d'un top performer, pour te citer, c'est d'aller saisir ces perches-là, qui sont subtiles, mais il faut aller à l'expérience, aller tester, aller goûter, et ensuite se faire un avis sur les choses. Mais vraiment, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui, on me l'a toujours proposé, et quasiment jamais sorti un truc du chapeau comme ça, quoi. C'est énorme. Et tu arrives à faire du lien, enfin, à utiliser par exemple, je sais pas, ta formation d'hypnothérapie dans ta pratique de la médecine, par exemple, aujourd'hui? Moi, Ouais, j'imagine bien qu'il y a sûr. doit y avoir des Ouais, bien ponts sûr. énormes, quoi. Alors en plus, j'ai commencé à le faire, j'étais encore étudiant à la fac, donc Ouais, j'ai le doyen de la fac qui m'a demandé de faire des séances pour les premières années. Dans énorme. quasi tous les stages où je suis passé à l'hôpital, on m'a demandé de faire des séances pour l'arrêt du tabac, pour la perte de poids, parce qu'en fait, c'est des problèmes où la plupart des médecins sont impuissants face à ça. Enfin, il n'y a pas Ouais, énormément de choses qui sont offertes aux gens qui souffrent d'addiction, par exemple. C'est un hmm, gros problème de santé publique en France. ouais, C'est c'est que clair. l'addiction, on voit ça comme de la faiblesse Mhm. dans Ouais, le point de vue de beaucoup de personnes, et ouais, pas c'est vrai. forcément comme une pathologie et comme Mhm, une maladie du cerveau au même titre que tout un tas de maladies. Et ce qui fait que mhm. les outils qui sont derrière, au final, il y en a pas énormément. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui souffre d'addiction, quelle que soit l'addiction, c'est très dur de trouver un psychiatre, c'est dur de trouver un psychologue qui va traiter ce genre de problème. Et comme moi, j'arrivais tout feu tout flamme, étudiant en médecine, plutôt bon élève et qui a son diplôme en poche, qui a un cabinet, qui voit 30 personnes par semaine, bah, au final, c'était la solution. Et à chaque fois, encore une fois, c'est pas moi dans le service qui suis arrivé et puis, entre guillemets, avec mon air prétentieux qui a dit: «Ah bah, je suis Ouais, arrivé, je suis hypnothérapeute, je peux faire des séances d'hypnose». À chaque fois, ça a été: «Ah, tu fais ça? Ah bah, j'ai entendu dire que tu fais ça. Ah, puis ma mère est venue te voir. Ah bah, tu crois que tu pourrais voir ce patient? Tu crois qu'on pourrait faire quelque chose?» Et à chaque fois, ça s'est fait comme ça, si tu veux. ok. Mais je remarque quand même que tu te mets dans une position, dans une posture où naturellement on vient quand même te voir et où tu as des propositions qui viennent à toi. Tout à fait. Est-ce que tu Je vois, sais le provoquer. c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, Oui, exactement, oui. c'est ça, c'est quand Je même pas sais rien. exactement quoi dire et comment le dire pour amener la personne à me poser la question qui va me permettre de lui donner la bonne réponse, qui va déclencher derrière l'expérience. Hmm. Ça, tu le lis comment? Est-ce que c'est, je sais pas, de la persuasion, des mécanismes un peu inconscients? Est-ce que ça a toujours été comme ça de ton côté ou Il y a une partie de feeling, je pense, ouais, mais il y a aussi une partie d'analyse où, notamment avec les formations, les expériences que j'ai eues en programmation neurolinguistique, on apprend à ouais, décoder les gens. D'un point de vue thérapeutique, c'est super utile pour un patient, par exemple. Une tu personne m'étonnes. qui a envie d'arrêter de fumer, est-ce qu'il vaut mieux lui faire peur, c'est-à-dire agiter le bâton, ou est-ce qu'il vaut mieux lui donner envie de quelque chose d'autre, agiter une carotte? Mais il y a des gens, Ouais, tu peux agiter toutes les carottes du monde, ça ne fera rien. Il y a des gens, tu peux leur taper dessus avec n'importe quel bâton du monde, au sens figuré du terme, ça ne fera rien non plus. c'est Et je clair. pense que la stratégie d'un bon communicant, c'est d'arriver à lire dans la carte du monde de l'autre, de voir comment il fonctionne, qu'est-ce qui est important pour lui, et ensuite d'agiter le bon objectif formulé de la bonne manière. Est-ce qu'il est Ok. plutôt visuel? Est-ce qu'il est plutôt auditif? Est-ce que c'est une personne qui est très axée sur la procédure? Est-ce que c'est une personne qui est très axée sur l'objectif, qui serait capable de dire la fin justifie les moyens? Ou Ouais. alors pas du tout? Est-ce que c'est une personne qui est ouverte d'esprit? Est-ce que c'est une personne pour qui les diplômes sont importants ou pas importants? En fonction de tout ça, c'est une analyse qui au début je faisais petit à petit. J'avais même tendance à prendre une feuille, tu vois, avec mes patients, en me disant: «Ah, il est plutôt tel type de personnalité, je pense qu'il Ok. est plutôt visuel, je pense que c'est quelqu'un qui a un métaprogramme», on appelle ça en PNL un métaprogramme plutôt Ok. global et pas détail, et je Mhm. me le notais sur une Ouais. feuille. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait automatiquement parce que, des séances, j'en ai fait plus de 1000 des séances de thérapie, donc Ok. j'ai fait cet exercice des centaines et des centaines de fois. Donc ça se fait de plus en plus instinctivement et ça devient inconscient.
Même titre qu'au début, quand tu apprends à conduire, bah, tu dois te concentrer pour embrayer, puis après, ça se fait tout seul. C'est clair, ouais. C'est un peu le même genre. Mais c'est surtout ces éléments-là où je vais me baser pour formuler correctement, pour Mmh. adapter ma posture. Il y a des stages où, naturellement, je vais être celui qui parle le plus fort parce que je sais que c'est ce que les chefs de service attendent. Mmh. Et il y a des stages où je vais être celui qu'on ne voit pas, on n'entend pas, on sait à peine qui il est parce que je sais que c'est la discrétion qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Putain, c'est ouf. Ça résonne énormément ce que tu dis. Je te donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui, déteste le détail. C'est-à-dire OK. que genre, je marche très, très bien en me disant: «Bah, OK, faut aller là-bas» et en fait, je déroule le plan d'action pour arriver jusque là-bas. Par contre, comment ça se passe dans le détail, genre ça me saoule quoi. C'est Ouais. impossible de me parler comme ça. C'est vrai, c'est très marrant et dans le monde de l'entreprise, moi je suis assez, assez chaud pour faire passer des tests de personnalité, tu vois? D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Tu vois, les process com, MBTI et cetera. Tout à C'est des fait. choses on nous éduque beaucoup là-dessus et c'est vrai que, bah, savoir mieux lire les gens dans une relation commerciale, mais aussi dans une relation, interne, bah, c'est clairement un game changer, tu vois, Exact. de compréhension de l'humain, quoi. C'est même un respect, je dirais, en Ouais, ouais, fait. ouais, carrément, Parce à que fond. il y a des choses, enfin, voilà, moi, je suis à l'aise avec tous les sujets parce que j'ai la chance d'avoir vécu beaucoup d'expériences qui font que j'ai fréquenté plein de gens différents, des très, très riches, Ouais, des très, très pauvres, des très, très ouverts, des très, très fermés et ouais. c'est une chance que mes parents m'ont offert en voyageant beaucoup quand j'étais petit et cetera. Mais Mmh je mh. sais qu'il y a des gens, si je parle de tel sujet, je dis n'importe quoi, la sexualité, bah, c'est Mmh un mh. sujet où ils vont être mal à l'aise. Mais le fait de le percevoir et de le faire quand même, bah, c'est pas respectueux, puis c'est pas Ouais. sympa. Parce que si tu perçois que la personne elle est pas à l'aise avec ça, mais que tu décides volontairement de faire une blague sur ce sujet, même si c'est du Ouais, ouais. second degré, ça pourra être mal perçu. Et moi, j'essaie à chaque fois dans une conversation de pas me dire qu'est-ce que j'ai envie de dire à la personne, mais qu'est-ce qu'elle aimerait que je lui dise. OK. Tu vois? D'être dans cette position basse et non pas dans une position haute où je prends le drive, c'est moi qui mène la conversation, c'est moi qui choisis où on va et je lui fais OK. dire un peu ce que je veux. Parce qu'il y a plein de gens, en discutant avec eux, tu leur fais dire ce que tu veux. Tu Ouais, vois ce c'est que je veux clair, dire? Mais c'est c'est pas clair. bienveillant comme approche. Je suis totalement d'accord. Dans une relation, alors je pense que je connais du coup, mais c'est vrai que dans une relation commerciale, en fait, quand tu commences, quand tu répètes plusieurs fois les mêmes verbatims, les mêmes mots, et c'est vrai qu'en fait, la personne en face de toi va avoir tendance à répéter ces mêmes mots. Ouais, je veux plus de X, je veux plus de X. Mais en fait, ça vient pas d'elle, tu vois, c'est pas un truc qui émane Oui, d'elle. c'est de C'est la assez marrant. persuasion. Ouais, exactement. C'est de la persuasion. Tim, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi qui me semble hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu as décidé de créer un système pour traverser le temps. Je m'explique, je pense que tu as compris. Du coup, aujourd'hui, tu es en train de créer une sorte de dynastie, tu vois? Et c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec moi et ça m'a même donné envie de faire la même chose, pour être tout à fait Super. honnête. Je suis très curieux que tu nous parles un petit peu de ça. En gros, l'idée derrière ça, c'est, fonder une famille, créer un blason de famille et cetera. Enfin, tu vois? Exact. Se doter d'un modèle, qui, a pour objectif, en fait, de traverser le temps. Ouais, c'est Pourquoi? Comment? Let's go, vas-y, à toi de jouer. je dirais que la base de la base de tout ça, heu, premièrement, j'ai eu une éducation, très dure avec mes parents, on en a l'occasion d'en discuter dans la deuxième partie du podcast, mais aussi très orientée famille. Heu, Mmh. donc je pense que c'est une valeur de base qui me parle énormément, la notion de clan, de groupe. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de hip-hop quand j'étais petit. J'ai été danseur même semi-professionnel dans des compagnies de danse, très axées sur ce mouvement-là et dans la culture hip-hop au sens large, c'est le crew, la famille, le groupe et on fait les choses ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Donc j'ai toujours eu cette notion de d'équipe et c'est quelque chose qui est très important pour moi, voire même parfois qu'il y ait un handicap parce que quand j'ai un de mes salariés qui décide de partir, je le prends mal. Parce que je le prends au sens de: «Tu es un membre de ma famille et tu me dis que tu vas m'abandonner». Alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est aussi un peu les Mmh. limites de ça. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis pas très, optimiste sur l'avenir, de la France, au sens large. Je pense que la vie va être de plus en plus dure et qu'on n'est qu'au début, de quelque chose qui va devenir de plus en plus dur pour une grande partie de la population. Les très, très riches, vont rester très, très riches, bien évidemment. Mais je pense que la majorité de la population française, les gens que je vois en consultation et que je fréquente au quotidien, la vie va être de plus en plus chère, l'accès à la propriété va être de plus en plus compliqué, la liberté va être de plus en plus restreinte. Heu et on pourrait en débattre pendant des heures sur pourquoi Mmh. est-ce qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas, moi, je veux pas, que mes enfants soient obligés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et comme je sais que la vie va être de plus en plus dure, pour moi, pour l'instant, elle a été, plutôt cool et j'ai la chance
voilà, d'avoir grandi dans une famille où il y a pas de soucis, où il y a jamais eu de soucis d'argent, jamais eu de soucis de disputes, de divorces compliqués, et cetera, et cetera. Et j'ai envie de profiter cette chance pour qu'elle me serve non seulement à moi, mais aussi aux générations qui vont venir, parce que je sais pas s'ils auront la vie aussi facile que ce que toi et moi on a connu, par exemple. En tout cas, je pense pas. Et donc l'idée, c'est de créer un système qui puisse être véhiculé, à la fois patrimonial avec une volonté, voilà, de créer, comme je l'ai, un joli portefeuille immobilier qui puisse être transmissible facilement, et cetera, pour avoir un véhicule qui permette de jamais manquer d'argent et de toujours avoir cette liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Que si mes enfants, ils veulent être sportifs de haut niveau, s'ils veulent être artistes, s'ils veulent être une profession où il y a beaucoup de risques parce qu'il y a peu de personnes qui y arrivent, bah, ils pourront le faire et l'argent sera pas un problème parce que j'ai fait en sorte que ce soit pas un problème. Et surtout, ils seront pas obligés d'aller cumuler 2 emplois, un le week-end et un la semaine, pour pouvoir payer leurs charges courantes. Et c'est vraiment OK. ça ma volonté avec cette idée de dynastie, c'est de créer non seulement une ligne de conduite où aider les autres en gagnant de l'argent, c'est ce qui vous rendra le plus heureux, et j'en suis convaincu. Et c'est Mmh. vraiment des valeurs que j'ai envie d'inculquer à mes enfants. Et au-delà de ça, de leur inculquer une manière de penser en tant qu'investisseur, pour ne jamais être dans le besoin et ne jamais avoir à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire. Alors maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour véhiculer un message d'une génération à l'autre? Parce qu'on l'a tous connu, nos parents, ah bah les réseaux sociaux, ça n'existait pas à mon époque, etc. C'est assez dur, en fin de compte, de laisser un message qui perdure entre plusieurs générations. Et les histoires comme les Mullier, les Arnaud ou des grandes familles avec des grosses successions de génération en génération, c'est exceptionnel. En fait, on en parle beaucoup, mais au final, à l'échelle de la France, il y a beaucoup plus de cas où le père ou la mère est entrepreneur, a du capital et où il est dilapidé par les enfants. C'est plus de 90% des cas, ça se passe comme ça. Ah, Et ça moi, j'ai m'étonne pas pas. du tout envie que ça se passe comme ça. Donc, comment véhiculer un message qui puisse passer à tout le monde et traverser les générations? Il n'y en a pas 36 000. Un livre, ça a été le cas de la Bible, de la Torah, du Coran. Un blason, un symbole, ça a été le cas de tout un tas de courants de pensée et de philosophie. Ou troisièmement, un drapeau, un étendard, une appartenance. Et donc, c'est sur ces trois-là que j'ai essayé de jouer. Pour le coup, le livre, je l'ai pas encore écrit aujourd'hui, mais ma chaîne YouTube est un joli livre Ah ouais, qu'on peut j'avoue. déguster malgré tout. Mais pour le coup, j'ai le drapeau, le blason et l'étendard pour avoir le symbole. Et je suis même en train d'acheter donc une propriété qui est un petit château, qui va être Trop le bien. lieu de réunion, qui est pour moi la quatrième méthode pour que les gens restent soudés autour du même système familial, c'est de se retrouver liés régulièrement dans un lieu commun. Trop stylé. OK. Et du coup, la next step, c'est le château. Est-ce que tu Ouais. as déjà prévu pour, encore après? Non, pour l'instant non. Disons que là, le château, donc les travaux ont commencé, début novembre et puis après OK. voilà, il va y avoir tout un tas de choses à mettre en Pas place. mal. C'est une Pas propriété mal dans de laquelle taf, je vais ouais. avoir des gîtes, tout ça. Enfin, c'est un gros Incroyable. projet, on va dire une grosse, un gros véhicule à faire tourner. Mais les C'est steps énorme. d'après, non, pour l'instant pas encore prévu. Ce que je comprends un peu de ce que tu viens de nous dire, c'est 2 choses, en tout cas 2 choses qui me questionnent. La première chose, c'est, j'ai l'impression que tu as une sorte grâce à ce système familial, tu as une sorte de grille de lecture du monde qui te permet à la fois de faire des choix et d'aller sur certaines choses, mais surtout d'écrémer des potentiellement mauvais choix, tu vois? Ça Tout te à permet fait, d'orienter un petit peu, bah, comment tu te comportes et ce que tu décides. tout à La fait. deuxième chose que du coup je te pose la question parce que ça m'interroge, c'est que je sens une dichotomie entre le fait que tu nous dises j'ai des parents qui m'ont fait une vie très dure et qui me permettaient simplement de manger et qui ne finançaient pas mes études, et euh, l'argent ne sera pas un problème pour mes enfants. Euh, du coup, c'est marrant parce que d'un côté, tu as ce parti pris de dire l'argent sera pas un problème, mais d'un autre côté, tu as aussi la volonté de transmettre des valeurs familiales, tu vois. Et du coup, Oui. j'ai l'impression que ça s'oppose. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Si tu veux, moi à la fin de ma première, c'est simple, hein, factuellement. Je suis parti de la maison en fin de terminale. Mes Ouais, parents m'ont dit: «Écoute, chaque mois, on va te faire un virement de 600 €». Je les ai regardés, je leur ai dit: «Mais, je vais habiter à Dijon, le loyer pour un studio, c'est 400 €. J'ai mes frais de scolarité à payer, j'ai une voiture, j'ai une assurance, enfin, comment voulez-vous que je fasse? Je suis en première année de médecine, je peux pas travailler le week-end, bah, c'est comme ça, puis c'est pas autrement». Donc, si tu veux, ça a été dans cette mouvance-là où moi, on m'a poussé du ok. nid en me disant: «On donne le minimum juste pour pas que tu sois dans la rue, mais on va pas te payer ni tes vacances, ni tes fringues, ni tes chaussures, ni tous les à côté que tu pourrais avoir». Donc Ok. j'ai pas eu le choix de travailler et il y a eu des fois où j'ai dû faire des jobs et même au cabinet d'hypnose, hein, il y a eu des fois où j'ai bossé les dimanches
parce qu'il fallait que je gagne des sous et que j'avais des Ouais. projets et que je voulais me payer mes formations et que je voulais faire ça. Donc j'ai pas eu ce luxe de pouvoir demander à papa, maman de me faire un chèque, ou en tout cas, je l'ai pas pris et ils m'ont pas éduqué en me laissant penser que j'avais le droit de demander ça. Donc je l'ai jamais Ok. demandé, même Mhm. s'ils auraient pu le faire. Mais donc, ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'expériences où j'ai galéré, euh, mais je crois pas que ça m'a énormément appris. Euh, Tu vois, j'ai plein d'amis à moi qui ont bossé à Carrefour les week-ends en parallèle de leurs études, tout ça. Je suis Ouais. pas sûr que de faire de la mise en rayon à Carrefour, ça t'apprend quelque chose. Il y a beaucoup Hmm. de gens qui vont dire, mais si, ça t'apprend la dure vie, ça t'apprend les vraies valeurs. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Ça t'apprend juste qu'il y a beaucoup de misère dans le monde, que toi, tu es en deuxième année de médecine, donc c'est super. Toi, tu bosses à Carrefour les week-ends, mais ta vie, elle va être belle. T'auras pas de problème, t'auras pas de patron, t'auras pas de soucis financiers. Enfin, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Et la Ouais, seule chose que complètement. ça a fait, enfin moi, les seules choses que ça a fait, c'est ces expériences de vie où j'ai été contrainte de les faire parce que pas le choix. C'est juste me Mhm. montrer qu'au final, le monde est très inégal et très injuste et qu'il y a beaucoup de misère autour de moi. Ça n'a fait que renforcer ma volonté d'essayer de combattre cette misère avec les outils que j'ai à ma disposition. Mais en Ouais. termes d'expérience, je suis pas sûr que ça m'ait apporté grand-chose. Ok. Très intéressant. Parce que du coup, tu dissocies un petit peu de ce que tu as pu connaître sur le modèle familial et tu crées le tien, en Ouais. fait. Tu le réappropries. Un Hyper autre intéressant. exemple, quand j'étais en terminale, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'aurais adoré, et c'est un rêve que j'avais, que j'ai plus aujourd'hui, d'être sportif de haut niveau, Ouais. notamment dans le milieu de la danse. J'aurais Ouais. adoré faire des tournées internationales, aller au Cirque du Soleil à Las Vegas, tout ça. Je n'ai Mhm. pas pu le faire parce que mes parents n'auraient pas pu derrière, entre guillemets, me payer un salaire jusqu'à la Ouais. fin de leur vie en automatique si ça se passait pas bien. D'accord. Donc j'ai pas pu prendre le risque. Moi, Ok. mes enfants, si c'est leur souhait, ils pourront prendre le risque et il n'y aura aucun souci sur le plan financier. Ok. Je veux leur offrir cette liberté-là, que moi j'ai pas Hyper eu. intéressant. Ok. C'est un super parti pris qui est très tranchant et très affirmé. Je trouve ça vraiment très très beau. Euh, Hyper intéressant. Et en fait, ça me fait une très bonne transition du coup. On est bon sur les transitions, Tim. On est très très bon. Super. Euh, en gros, ce que j'adore avec toi, Tim, c'est que tu fais rien à 0%. C'est soit 100%, ou même, je dirais même 150%, soit pas du tout. Oui, Tu vois, tu fais pas de la danse, tu fais de la danse en semi-pro. ouais, Tu fais pas de l'hypnose comme ça, tu vois, dans la rue vite fait. Tu participes à un cabinet où tu donnes des séances, tu donnes des cours à la fac, et je crois que dans des grands groupes aussi, si je dis pas de bêtises. ouais, ouais, Enfin, ouais. c'est énorme. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Et c'est vraiment cette partie top performance, tu vois, cette envie de faire toujours à 110, à 120%. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as créé? Je pense que c'est un trait de caractère. Déjà de base, je suis quelqu'un de très compétiteur. Ok, Je déteste perdre, et donc par définition, je fais tout pour gagner. Et ok, je me compare énormément en termes de résultats aux gens qui sont autour de moi. Et d'accord. certains disent que la comparaison est pas bonne. Elle est pas bonne quand tu as une faible estime de soi et une faible confiance en soi, mais quand au niveau de ces deux aspects-là, tu es plutôt OK, la comparaison, c'est ce qui te permet de progresser. Ok. C'est pour ça que demain, tu veux devenir champion du monde de ski, bah, il faut Mhm. fréquenter les meilleurs skieurs au monde. Il y a que comme ça que tu pourras devenir champion du monde de ski. Et ça, j'en ai Carrément. eu conscience assez tôt. Et c'est pour ça que, naturellement, en fait, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de ce que je pouvais dans tous les sports que j'ai fait, que ce soit le badminton, que ce soit la danse, que ce soit la gymnastique, que ce soit les séances d'hypnose. Et à chaque fois, de faire mieux que la moyenne, Hmm. d'essayer à chaque fois d'être l'exceptionnel, de faire vraiment le top du top. Ouais. Et c'est un trait de personnalité, ouais, je pense que j'ai toujours eu depuis tout petit, qui m'a été formé par l'éducation que j'ai reçue, où mes parents m'ont énormément inculqué ça aussi. Hmm. Parfois même assez violemment sur le plan Ouais. moral, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas, je peux difficilement même faire autrement, si tu veux. Je te donne C'est un énorme. exemple. Genre, Ouais. demain, on va faire un tournoi de pétanque avec deux potes. Je sais Ouais. que dans la voiture, je vais dire, bon, les gars, on est dimanche, on va boire deux, trois canons. Par contre, je vous préviens, moi, j'y vais pas pour m'amuser. Ça m'intéresse pas. Je vais pas me prendre une tôle, ça me fait pas plaisir du tout. Donc C'est si on y énorme. va, on essaie de faire un bon score. On n'est pas obligé de finir premier, mais si on peut finir premier, on va finir premier, quoi. Ok, c'est énorme. Est-ce Mais, que mais c'est tu... plus fort Ah, que moi, hein. Je peux pas m'en empêcher. t'inquiète, je suis exactement pareil, donc ça me parle totalement. Pour te donner un autre exemple qui marche bien, je sais pas si c'est ton cas, je déteste jouer aux jeux de société.
parce que je Ouais. sais que je suis pas bon aux jeux de société et donc il y Mmh. a de fortes chances que je perde. Du coup, ça m'énerve et je préfère ne pas jouer. Et Ouais, pour te ouais, je donner un comprends. autre exemple, j'ai fait depuis que je suis tout petit beaucoup de karaté. J'en ai fait une quinzaine d'années. Et du coup, pareil, tu vois, compétition dès mes 5 ans, avec des expériences qui sont très formatrices où j'ai beaucoup pleuré, tu vois, quand j'étais Ouais. petit parce que je perdais, jusqu'au moment où ça allait mieux. Et en fait, aujourd'hui, je peux plus refaire de karaté. Pourquoi? Parce que je ne peux plus le désassocier de cette partie compétition. Je peux pas juste en faire de manière tranquille, tu vois. J'aurais toujours envie d'être le meilleur. Oui. Et du coup, je trouve ça trop cool, cette côté compétition, mais il y a des moments où il faut être un peu plus souple avec soi-même et c'est pas facile et je l'apprends tous les Ouais. jours. Je sais pas si c'est ton cas, mais waouh, Ouais, je suis complètement ça a été d'accord. long. Moi, par exemple, j'ai fait plus de 10 ans de danse quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je ne Ouais, danse pas une seule heure par an, quasiment. bah ouais, Parce que bah ouais, de dansoter, c'est pour le terme péjoratif du terme, ça m'intéresse pas, en fait. c'est C'est soit clair. je danse pour faire des choses et être vraiment au top niveau, mais comme aujourd'hui, Ouais, je sais que je peux pas le faire, bah, je préfère pas faire du tout. ouais, exactement. Donc Et c'est c'est exactement ce que tu dis par rapport au karaté, ouais. exactement. Et il y a un parti pris, enfin, après avoir interviewé plein de top performers du coup, ce que je remarque, c'est qu'ils ont, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ils ont une haine profonde, viscérale du fait de perdre, plus qu'ils ont envie de gagner. Hem et pour parler de mon expérience, c'est toujours pareil, tu vois? Genre je déteste perdre, genre vraiment la perspective de perdre, ça me tue, quoi. De ton côté, est-ce que tu préfères perdre ou est-ce que tu préfères gagner? Enfin, tu préfères non, tu détestes perdre ou tu préfères gagner? Ouais, c'est ça. Je déteste perdre, plus que de OK, gagner. OK. Surtout qu'après dans la vie au sens large, bah, la compétition elle est un peu permanente en fin de compte, hein, quel que Ouais, soit le marché, à partir du moment exactement. où tu as cet état d'esprit, bah, la compétition est partout. Moi, que ce soit pour acheter les plus gros immeubles de la ville dans laquelle j'habite, faire les plus grosses Ouais. opérations de marchand de biens, avoir la meilleure qualité de soins possible pour les patients que j'encadre, tout ça. La Mmh. comparaison, elle est partout parce que c'est un optique dans lequel tu te formes et dans lequel Ouais, tu vois carrément. les choses. C'est un filtre, hein, c'est comme une paire de lunettes que tu as devant toi. Exactement. Mais Exact. si je réfléchis à ta question plus en profondeur, je dirais que je déteste beaucoup plus te perdre que de gagner. Parce qu'au final, gagner, il faut déjà qu'il y ait un adversaire que tu estimes être de taille. Ouais. Donc et des fois c'est pas le cas, hein, donc tu dis: Ouais. «Moi gagner, je m'en fous». Mais par contre Mmh perdre, mh. ouais, c'est un truc dont j'ai horreur, et c'est pour ça que naturellement, pour revenir sur l'exemple des jeux de société, je peux naturellement tricher assez facilement. Bah, ouais et bah, bienvenue au club du coup. Assez Je facilement. suis Mais un ça met tricheur conscience, professionnel. hein, mais c'est-à-dire que ça me traverse Ouais, l'esprit, il faut que je me retienne pour pas le faire. ouais. C'est une Moi, je vraie l'affiche, tu vois, éducation maintenant. personnelle, parce que j'en fais une affaire personnelle en fait quoi, je Exactement. Moi, tu sais, maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Mon entourage sait que je vais tricher, donc en fait, ma stratégie, c'est plutôt comment est-ce que je vais réussir à tricher cette fois, plutôt que comment est-ce que je vais réussir exactement, à pas perdre, tu vois? exactement, exactement. Est-ce que tu as remarqué d'autres traits de personnalité, d'autres caractéristiques, de la top performance, du coup, de ton côté? Je peux te Ouais, donner des exemples si ça te permet de réfléchir, mais si tu en as comme ça qui te viennent, très chaud. ouais, j'en ai un qui me vient tout de suite, c'est la vision long terme. OK. Je pense qu'en termes d'optique de temps, la plupart des gens qui n'arrivent pas à réussir, pour reprendre le proverbe de je sais plus qui est-ce qui l'a dit, sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans, mais Mmh. surestiment ce qu'ils sont capables de faire en une semaine. OK. Et je pense que c'est un critère de base des top performers au sens large, c'est qu'ils visent pas forcément quelque chose à court terme, ils visent quelque chose à moyen long terme. Ouais, Et carrément. de penser court terme, dans une grande majorité de situations, ce sera en ta défaveur, je pense. Que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine pro au sens large et même dans le domaine personnel. Ouais. Et c'est l'erreur que font, je pense, beaucoup d'entrepreneurs qui vivotent, qui gagnent un petit peu de sous, qui ont un business qui marche un petit peu, mais qui rapidement se font rattraper par ce manque d'état d'esprit et de mindset qui fait que dans 10 ans, il y aura plus personne. Ouais. Or, aujourd'hui, LeBron James, ça fait 10 ans qu'il est là et dans 10 ans, on parlera toujours de lui comme étant un des plus grands basketteurs de tous les temps. Mmh. Parce qu'il a toujours eu OK. cette optique de long terme. Carrément. Et ça se valide partout, hein. Ça se Ouais, valide partout. Rien que, tu vois, le fait de lancer un podcast, j'ai regardé sur les chiffres et en fait, je crois que tu as 90 des podcasts qui dépassent pas les 4 épisodes. ouais, ouais, il me semble que C'est c'est ça. dingue, en fait. Ouais, Et en fait, c'est toujours ce que je dis, c'est, on parle toujours du top 1 mais en fait, du coup, c'est tellement facile d'arriver dans le top 1 parce que dès que tu as une vision long terme, en fait, tu arrives à décrocher, assez oui, facilement. Et ouais, c'est assez marrant parce que dans ce que tu fais, tu as vraiment une vision long terme, tu vois? Tu es pas juste en train d'acheter un appart ou un immeuble. Tu en as acheté aujourd'hui bientôt combien? 37. Bientôt C'est 37. colossal. C'est Ouais, ça colossal, commence quoi. bien, ouais, ça commence à faire pas mal. C'est,
C'est colossal. Est-ce que tu arrives à apprécier quand même, tu vois, à marquer des moments de célébration où tu te dis: «Waouh, c'est quand même stylé ce que j'ai fait»? Ouais, carrément, même tous les OK, jours, hein, je suis super trop content bien. de ce que j'ai fait, j'estime que c'est évidemment pas encore assez bien, c'est pas encore assez à la hauteur et cetera et cetera. Mais de manière générale, je suis super content de ce que j'ai fait et je suis content de l'avoir partagé avec les gens avec qui je l'ai fait. Donc heu, Mmh, donc non, non, ouais, j'ai ces petits moments de victoire et de célébration, ouais. trop bien. Il y a un autre élément que je vois chez les top performers, c'est le côté, responsabilisation. Ouais. Hem, je te donne un exemple, il y a plusieurs personnes qui m'ont expliqué que quand ils étaient petits, ils avaient, une licence d'un club de sport, par exemple et par exemple, si en milieu d'année, ils avaient, plus envie d'aller, au sport, en fait, leurs parents les obligeaient à aller jusqu'à la fin de l'année, tu vois? En mode: «Tu t'es engagé, bon, bah, tu y vas jusqu'à la fin de l'année». Est-ce que toi, sur ce concept de responsabilisation, tu as, des choses à partager aussi? Alors moi, mes parents allaient même plus loin que ça. C'est non OK, seulement ils m'inscrivaient dans un sport que je voulais pas faire, mais une fois que j'avais fait la c'est première horrible. séance, ils me disaient: «Bah, écoute, tu es inscrit, donc maintenant tu y vas jusqu'au bout». Je me dis: «Mais maman, j'ai Ah jamais voulu ouais, faire de tennis, c'est toi qui m'as inscrit au tennis, tu m'as dit je faisais qu'une seule séance et si j'aimais pas, j'arrêtais». «Ah ouais, bah, écoute, c maintenant j'ai payé, donc tu vas jusqu'au bout». Et au final, c'est horrible. ma mère surtout, mon père travaillait beaucoup quand on était petits, donc on le voyait moins et c'est ma mère qui s'est beaucoup occupée de nous et elle nous forçait beaucoup à faire beaucoup de choses, à faire OK, beaucoup d'activités, elle nous a fait faire du théâtre, de la peinture, de l'art plastique, enfin de ouais, tout un peu tout ce qui existe et c'est c'est une énorme. énorme chance que j'ai eue, dont j'avais pas du tout Ouais, conscience au moment où je l'ai subi parce qu'à l'époque je le subissais vraiment, c'était vraiment une corvée et en OK. général dans 2 fois sur 3, une fois que j'avais fait 2 séances de tennis, j'avais trop hâte d'y retourner, dans la majorité des OK, cas, comme la plupart des enfants, je pense. c'est énorme et tu vois, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, si on fait écho après au début de notre conversation, peut-être que le cours de théâtre, ça t'a permis de mieux t'exprimer aujourd'hui et peut-être que sans le cours de théâtre, tu aurais pas pu lancer ta chaîne YouTube, qui cartonne aujourd'hui, quoi. Exactement. Bah, fruit du hasard, d'ailleurs, ma mère m'a C'est inscrit au fou. théâtre quand j'étais tout petit. Par la suite, j'en ai refait au collège. Par la suite, j'ai fait des castings pour faire des courts-métrages. Donc après, j'ai fait des courts-métrages Énorme, pour le Festival de Cannes et tout. J'ai fait pas mal de trucs. Après, j'ai fait du mannequinat et au final, tout est énorme. parti du jour où ma mère m'a dit: «Je t'ai inscrit au cours de théâtre du village dans lequel on habitait». Je lui ai dit: «Oh non maman, mais j'ai pas envie de faire de théâtre, arrête tes conneries et tout». Et elle m'a dit: «C'est comme ça, c'est pas autrement». Donc du coup, bah, tu vas. Mais ça m'a évidemment énormément servi pour plein de choses et ça a été le point de départ de plein de choses et rien qu'une construction d'une personnalité qui est équilibrée, qui a une bonne confiance en soi, tout ça. Ce qui est quand C'est même beaucoup génial, plus facile à vivre aujourd'hui, totalement. donc c'est J'ai top. une dernière question pour toi et puis après on va pouvoir clôturer l'épisode. C'est en gros, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est en gros, c'est quoi ton système aujourd'hui? J'ai compris que enfin, après avoir écouté beaucoup de tes podcasts et ta chaîne YouTube, tu outsources énormément de choses, ce qui Ouais. permet de concentrer vraiment sur là où tu as de la valeur ajoutée. Est-ce que tu as d'autres choses, des grandes verticales, des grandes choses, des grandes méthodes que tu as mis en place dans ta vie? Ça, c'est la première question. Et du coup, une autre chose qui est très liée, du coup, c'est, tu vois, j'emprunte encore une fois le concept de Jean-Charles Claudali, qui est la journée minimum viable. Ça serait quoi ta journée minimum viable à toi, Tim? Alors au niveau d pour répondre à ta première question, on a parlé du feedback, on a parlé d'aller chercher l'expérience. Je pense que c'est les 2 choses les plus importantes que je vais faire aujourd'hui. La 3e, on en a parlé aussi, c'est de pas faire de distinction entre vie pro, vie perso. Et je pense que si tu as besoin de faire une distinction, il faut peut-être que tu te poses la question sur est-ce que tu es à la bonne place dans ta vie professionnelle? Et en général, c'est une question que beaucoup de personnes se posent aux alentours des 35-40 ans. Mmh. Je sais ce que je les vois en consultation, ce type un peu de profil-là, qui est un peu perdu, qui sait plus trop s'il veut aller bosser, pas aller bosser, tout Et ça. ouais, Et je pense que c'est vraiment un raisonnement à avoir et c'est une éducation que les jeunes de ma génération de plus en plus. ouais. On est une génération où on s'écoute, où on écoute, ses valeurs, est-ce que c'est en adéquation avec ses valeurs, tout ça. Là où avant, il fallait trouver un job, on trouvait un job, dès qu'on l'a trouvé, on est super content d'avoir sa paye et puis c'est tout quoi, on raisonne pas plus loin que ça. Définir la mission de vie pour être sûr de prendre des choix et des décisions qui sont en adéquation avec notre mission de vie. Et il y a des fois où on me propose des choses qui sont très juteuses sur le plan financier, mais où ça me parle pas, Ouais, où c'est pas possible dans ma mission de vie, même si je pourrais le faire en one shot juste pour aller chercher un chèque. Mais c'est quelque chose qui moi m'intéresse pas à titre perso. OK. Et après, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments, peut-être un petit peu plus atypiques que j'utilise. Le reste après, ça va rester des basiques, une bonne routine matinale, comme on l'a dit, une bonne qualité OK. de sommeil, et cetera, et Et cetera. et justement, tu vois, ta journée minimum viable, ça serait quoi, Alors tu vois, qu'est-ce que où tu te qu'est-ce que dis tu appelles une journée minimum viable? en gros, la journée minimum viable, c'est les trucs qui font que ta journée va être, dans tous les cas, une bonne journée. Je te donne un exemple, moi, je me lève, entre 6 et 6h30, je vais au sport,
je taffe et je kiffe ce que je fais. Généralement, j'ai un moment de silence ou en tout cas d'isolation sans du bruit, genre de la méditation, de la lecture, tu vois, un moment comme ça. Je prends une douche froide. Enfin, tu vois, ça fait un peu entrepreneur, un peu bullshit, tu vois, mais j'ai ces choses-là qui, je sais, qui me permettent de maintenir mon système et maintenir Ouais, mon niveau d'énergie sur le très long terme, en fait. ouais. Je t'avoue que j'ai pas forcément de journée minimum viable dans le sens où j'ai des journées qui se ressemblent pas du tout. Ok. Parce que comme je fais des activités qui sont reliées par certains aspects, mais fondamentalement différentes sur d'autres, voilà, je te donne un exemple, hier, je suis allé chez mon fournisseur de matériaux le matin, ensuite j'avais des consultations la matinée jusqu'à 11 heures. Après je suis allé à Castorama pour, commander des cuisines. Après je suis passé sur le chantier sur lequel je suis en ce moment d'une résidence pour personnes handicapées. Après, j'ai mangé le Mhm. midi avec le directeur d'une association médico-sociale. Ensuite, je suis retourné en consultation l'après-midi. Euh, le soir, j'avais un temps de famille avec ma petite fille puisque ma femme était au sport. Donc, j'étais tout seul avec ma Ok. petite fille qui a 2 mois, donc qui est toute récente Mhm. et toute jolie. Euh, Après, j'ai regardé un reportage sur Jake Paul sur Netflix. Une fois qu'elle s'est Ok. endormie, enfin, tu vois, mais les journées se ressemblent pas du tout à cause Ok. de la variété de choses que je fais. Donc, ce serait difficile pour moi de te donner la journée minimum viable. Ok. Je pourrais plus facilement te donner, s'il se passe ce genre de choses, en général, ma journée, je vais l'estimer pourrie. Euh, et en général, c'est si jamais il y a des imprévus qui me font sortir du planning que j'ai défini. Ok. Ça, c'est vraiment chiant pour moi. Genre, Intéressant. pour reprendre l'exemple de Castorama, si je vais commander des cuisines, que j'avais prévu d'y passer 30 minutes et qu'il me faut Ouais. 1 heure et demie parce que je trouve personne, et puis après pour faire le devis, il faut le responsable du responsable du responsable, et qu'ensuite pour passer la commande, pour payer, ça dépasse mon plafond de carte, donc je peux pas, etc. Tout ça, ça va vachement baisser ma qualité de plaisir dans la journée. Faire monter le niveau de cortisol et Exactement, tu vas pas être bien. exactement. Ça Ok, je multiplié comprends. par 3 fois dans la journée, c'est le truc où je C'est rentre dur. le soir et je me dis, c'est bien que la journée se termine. Ok, trop bien. Merci Tim, c'était trop cool. Où est-ce qu'on peut te suivre, te parler dis-moi tout. Et ben sur ma chaîne YouTube déjà, Timothée Ouais. tiret Mindio, où je publie énormément de contenu entre 2 et 6 vidéos par mois. En général, une semaine de vidéos, une semaine une vidéo. Sur TikTok et sur Insta pour les formats courts évidemment. LinkedIn aussi. J'essaie de vraiment répondre le plus souvent possible aux messages sur LinkedIn et sur Insta. Donc voilà. Dans les limites des 40 minutes que tu t'accordes par jour, du coup. Voilà, voilà, c'est ça. Trop bien. Merci beaucoup, Tim. C'était hyper intéressant. On a plein de contenus hyper pratiques que on peut répliquer dans notre vie. Donc, trop cool, tant dans ton domaine d'expertise que sur ta vie un peu plus personnelle. J'espère que ça aura résonné pour vous, les auditeurs. En tout cas, pour moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je me suis reconnu dans beaucoup de ce que tu as dit, Tim, et donc c'était vraiment trop Très bien. cool. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, encore une fois, je vous laisse mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Une petite review, encore une fois, le concours court toujours. Donc voilà, à vous de jouer. Je vous attends avec votre plus belle plume et je vous souhaite une très bonne semaine, à la semaine prochaine et je vous dis ciao, salut.